Eh bien bonjour, je voudrais entamer cette nouvelle saison de Zazen qui débutera chez nous en septembre de cette année par un entretien que donna l'INSI, c'est-à-dire INSAI, à ses élèves. C'est un entretien collectif. Il porte le numéro 10 dans la nomenclature et je dirais qu'il se présente un peu comme le tétralemme de Nagarjuna, à ceci près que contrairement au fameux tétralemme, le tétralemme de l'INSI est essentiellement pratique. Il n'y a pas de philosophie, contrairement à Nagarjuna qui était un philosophe. Il y a donc, je dirais, 4 niveaux qui sont exposés, 2 pratiques. Alors évidemment, il s'agit de la pratique de Zazen, mais ça peut se faire en dehors de la posture assise. Et je dirais que ça expose 4 niveaux d'évolution dans la pratique, depuis le niveau élémentaire jusqu'au niveau abouti, si tant est que le dernier niveau soit considéré comme un aboutissement. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc l'INSI expose 4 situations pratiques. La première est celle-ci: parfois supprimer l'homme sans supprimer l'objet. Parfois, supprimer l'homme sans supprimer l'objet. La deuxième pratique, c'est parfois supprimer l'objet sans supprimer l'homme. C'est donc exactement l'inverse de la précédente. En troisième niveau, c'est parfois supprimer l'homme et l'objet. Supprimer l'homme et l'objet ensemble. Et enfin, le quatrième et dernier niveau, c'est parfois ne supprimer ni l'homme ni l'objet. Ne supprimer ni l'homme ni l'objet. Donc, le premier niveau, parfois supprimer l'homme sans supprimer l'objet, c'est quand on pratique, je dirais, la concentration sur un objet unique. Tout le monde a connu ça pendant Zazen, donc il s'agit par exemple de se concentrer sur la respiration ou sur les comptes cycliques de la respiration qu'on appelle le Sosokan. Ça peut être aussi un koan, ça peut être une visualisation, par exemple l'idéogramme mou placé dans le hara. Mais ça peut être aussi des sensations agréables, voire désagréables, comme une douleur. Ça peut être aussi la peur, ça peut être un tas de choses. Ce ne sont pas les objets qui manquent, mais je dirais qu'il est plus facile de se concentrer sur quelque chose qui nous affecte directement, comme une sensation par exemple agréable ou désagréable, que sur quelque chose qui est complètement neutre, comme par exemple les comptes de la respiration. C'est tellement neutre que ça peut être considéré comme ennuyeux. Et c'est là qu'on vise justement à travailler l'effort je dirais, de surmonter l'envie de passer à autre chose. Et donc c'est un effort qu'on fait sur soi-même, et donc ça consiste à conserver aussi longtemps que possible l'objet de la concentration à l'esprit. Alors je dirais qu'il suffit de pratiquer un petit peu pour se rendre compte assez rapidement que les objets sont des constructions mentales et qu'elles ont du mal à rester indéfiniment dans le mental qui est toujours agité. Et donc on finit à un moment donné par perdre le fil, et on se prend à rêvasser à un tas de choses. Enfin, on n'est plus dans la concentration. En revanche, quand on est dans une concentration de quelque chose qui nous attire
parce qu'on n'a pas le choix je dirais de faire autrement, comme par exemple une douleur, quand on a mal aux jambes, quelquefois on voudrait bien ne plus avoir mal, mais cette douleur s'impose. Et donc là, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts pour être bien concentré. Et ça peut être du reste intéressant parce que quand on est bien concentré, quand on est absorbé, c'est là qu'on arrive à dépasser ce stade pour passer donc au deuxième niveau évoqué par l'INSEE, parfois supprimer l'objet sans supprimer l'homme. Donc je dirais là l'objet il a disparu, je dirais, de lui-même, soit parce que le mental n'arrivait plus à suivre, soit parce qu'au contraire on était tellement absorbé que spontanément arrive, je dirais, une sorte de calme intérieur, une présence, mais qui est paradoxalement vide d'objet. C'est l'objet du début a disparu de l'expérience. Si c'était la douleur, par exemple, elle disparaît. Et elle laisse place donc à un état de tranquillité du mental que rien ne peut affecter. Alors comme il n'y a plus d'objet, c'est donc une présence vide de tout objet, de tout ce qui n'est pas cette présence. Alors là, on est donc dans la vacuité dite Shantong, c'est-à-dire la vacuité vide de tout ce qui n'est pas elle-même. Et c'est un état, bien entendu, de samadhi qui est agréable, qui peut être conservé, je dirais, aussi longtemps que nécessaire. Enfin, que nécessaire, il n'est pas nécessaire de rester longtemps, mais je dirais que aussi longtemps que l'on veut. Et on peut le reproduire, je dirais, à l'envie. C'est pas compliqué, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, de revenir dans cet état. Et d'une certaine façon, on peut penser à tort qu'on a acquis là un certain niveau de réalisation. En réalité, c'est pas rien du tout, mais on est simplement dans l'état de samadhi. Et il suffit de sortir pour retrouver notre état, entre guillemets, naturel, non pas l'état naturel du dzogchen, mais l'état ordinaire avec nos penchants, nos faiblesses, etc. Donc on n'a absolument rien résolu. Et pour avancer, donc on est obligé de faire un pas supplémentaire, si on peut appeler ça un pas, qui consiste en une sorte de retournement, enfin ce qu'on appelle le retournement de l'esprit sur lui-même, et qui en fait revient à coïncider cet esprit, cette présence, avec quelque chose qui est un petit peu différent, et en même temps pas tellement différent. C'est quand l'esprit s'ajuste à lui-même. Et ou si l'on veut, parce que c'est probablement plus parlant, quand l'esprit se retourne et qu'il fait face à lui-même, il constate sa propre vacuité. C'est-à-dire cette présence, qui était ressentie comme une présence imperturbable, mais qu'on pouvait néanmoins changer, donc c'est quelque chose qui reste encore, je dirais, dans l'ordre du mental, puisqu'on peut intervenir dessus. Et donc cette présence vide de tout ce qui n'est pas elle-même se retrouve quand il y a ce retournement vide d'elle-même, c'est-à-dire quand l'esprit constate sa propre vacuité. Et donc là on est dans le stade numéro 3, donc quand on a supprimé l'homme et l'objet. Donc quand on supprime l'homme et l'objet, donc on a supprimé la présence, on a supprimé tout ce qui était extérieur à l'objet, à cette présence, donc les objets aussi n'y sont plus, donc il n'y a plus rien, on est dans un samadhi mais qui n'est retenu à rien du tout.
Et donc le temps aussi disparaît et je dirais spontanément, on aboutit au quatrième niveau qui est exprimé par parfois ne supprimer ni l'homme ni l'objet, c'est-à-dire que l'on revient à la manifestation avec l'homme et l'objet qui sont là, je dirais cette fois dans leur état naturel, au sens du Dzogchen, hein, cette fois au sens de la véritable nature des choses. Alors, le troisième état, là, quand la vacuité était vide d'elle-même, c'est-à-dire quand on avait supprimé l'homme et l'objet, c'est ce qu'on appelle le Dharmakaya. C'est la nature du Bouddha, donc, et cette nature de Bouddha, elle n'existe pas seule. Elle exprime les sagesses du Bouddha que sont la compassion et l'omniscience. Et bien entendu, la compassion s'exprime vers les objets, vers les êtres, c'est-à-dire tous les êtres sans exception, c'est-à-dire l'homme et les autres, ou même les animaux, enfin tous les êtres vivants, etc. Et on a une connaissance, je dirais, parce que le monde tel qu'il est et soi-même ne font qu'un. C'est cette connaissance-là qui est appelée l'omniscience, qui n'a rien à voir évidemment avec la divination. Donc ça rejoint un petit peu les deux dernières propositions de Lindsay. Ça revient le Koan. Alors le numéro 3, c'est toute chose retourne à l'un, c'est-à-dire que on retire l'homme et l'objet. Et à quoi l'un retourne-t-il? Justement, il retourne au phénomène, donc à l'homme et à l'objet, ou aux objets. Voilà, donc en fait, les 4 propositions reflètent, je dirais, en gros, les 10 tableaux du dressage du buffle. Hein. On peut faire des parallèles. Mais bon, on n'est pas obligé de séparer ces étapes par des lignes de démarcation très précises. Je dirais que c'est une progression qui est pas forcément linéaire, qui peut être en escalier, mais disons que la troisième, qui est supprimée de l'homme et l'objet, marque véritablement une rupture, une solution de continuité, un hiatus avec les pratiques précédentes. Les pratiques précédentes, c'est des pratiques classiques connues par Samatha, comme sous le nom de Samatha, c'est la concentration sur un objet unique. Alors cet objet, ou même peut être le sujet, là, dans la deuxième étape. Et donc, quand on est au troisième et au quatrième niveau, c'est plutôt vipassana, c'est quelque chose qui vient spontanément. Je veux dire qu'il n'y a aucune volonté à passer du second au troisième niveau, et même du troisième niveau jusqu'au quatrième niveau. C'est quelque chose qui se fait spontanément. Alors c'est un effort sans effort, c'est la volonté du Bouddha. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, il y a donc comme quelque chose, une évolution, il y a un changement, et en fait ça c'est l'activité, c'est la dynamique de l'éveil. Donc voilà, je dirais que pour commencer cette nouvelle saison, j'ai pensé qu'il était utile de parler de ces 4 propositions de Lindsay qu'on retrouve un peu sous la forme d'un tétralemme, comme était exposé celui de Nagarjuna, sauf que cette fois, évidemment, ça concernait la pratique. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.